Donc avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'après ce cours, nous aurons le plaisir d'avoir un séminaire de Luis Davidovich de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et ce séminaire va servir d'introduction à une série de cours qu'il va faire dans le cadre du Collège de France, intitulé Intrication, décohérence et métrologie quantique. Et ces cours commencent donc mercredi, après-demain, à 17h en salle 2. Et le séminaire et les cours auront lieu en français. Donc aujourd'hui, c'est la dernière leçon que je vais consacrer aux qubits supraconducteurs et aux expériences d'information quantique qu'ils ont récemment permis de réaliser. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle l'électrodynamique des circuits, c'est-à-dire des expériences qui sont très proches dans le principe des expériences d'électrodynamique quantique en cavité, des expériences dans lesquelles on couple un qubit supraconducteur, un ou deux qubits supraconducteurs, à un résonateur radiofréquence qui est un oscillateur harmonique quantique. Donc dans ces expériences, si on les compare à l'électrodynamique quantique en cavité, l'atome est remplacé par le qubit supraconducteur et les cavités qui, en physique atomique, sont formées le plus souvent de miroirs se faisant face dans une configuration de type Fabry-Pérot sont remplacées par des circuits LC, par exemple une ligne coplanaire qui peut être considérée comme un circuit LC distribué et qui est un résonateur qui peut stocker des photons de radiofréquence. Je vous montrerai que ces expériences permettent de synthétiser des états non classiques, par exemple des états de Fock ayant un nombre bien défini de photons. Elles permettent également de synthétiser une superposition arbitraire d'états de Fock, dont il suffit qu'on se donne les amplitudes de probabilité associées aux différents états n. Donc on peut générer en principe n'importe quel état quantique de façon déterministe. Et je montrerai enfin qu'on peut même synthétiser des états intriqués dans lesquels le champ appartient à deux cavités spatialement séparées. Donc réaliser ce qu'on appelle les états Noon, dans lesquels n photons se trouvent répartis, se trouvent ou bien tous dans la première cavité et aucun dans la seconde, ou l'inverse. Et je montrerai que ces dispositifs permettent non seulement de préparer ces états, mais également de reconstruire les états. Effectivement, une expérience où on se contenterait de préparer les états sans le vérifier n'aurait pas d'intérêt. Donc je vais essayer de décrire cela dans la leçon d'aujourd'hui. Et je vais commencer par l'expérience la plus simple, qui est celle de la détermination, la mesure et la préparation à la mesure des états de Fock. Toutes ces expériences ont été réalisées dans le groupe de John Martinis à l'Université de Santa Barbara. Donc je vous donne mes références et je vous donnerai à la fin le site, l'adresse web du site du groupe Martinis où vous pourrez avoir plus de détails. Le montage expérimental qui est utilisé pour cette expérience est rappelé ici, mais peut-être avant de vous décrire ce montage, je vais rappeler brièvement au tableau le principe de fonctionnement du qubit de phase, puisque c'est ce qubit qui va servir essentiellement à préparer les états dont je vous parle aujourd'hui. Un qubit de phase, la partie essentielle du qubit, c'est une jonction Josephson, c'est-à-dire une barrière séparant deux supraconducteurs, et cette jonction possède deux variables quantiques, delta qui est la différence de phase de la fonction nombre de part et d'autre de la jonction, et p qui est la différence de charge, la charge associée à la capacité de la jonction, et cette charge est exprimée en nombre de paires de Cooper. Ces paramètres delta et p, ce sont des variables quantiques macroscopiques. Leur évolution obéit à un Hamiltonien dans lequel delta et p sont des variables conjuguées et il existe une relation d'incertitude sur delta et sur p. Donc il est naturel de considérer ce système comme une espèce de particule effective dans laquelle delta est le paramètre de position et p le paramètre, l'observable impulsion. Et ce système évolue dans un potentiel en fonction de delta, dont la forme peut être fixée, par exemple, pour présenter un minimum à un certain point. Et au voisinage de ce minimum, le système possède deux niveaux d'énergie, l'état fondamental G, le premier état excité E, et ce sont ces deux états qui constituent les états du qubit. Il peut se trouver dans le puits d'autres états, par exemple un troisième état F, mais le point essentiel, c'est que l'anharmonicité du potentiel fait que la transition entre E et F a une fréquence différente, suffisamment différente de la transition entre E et G, pour qu'on puisse manipuler le système dans le sous-espace EG sans atteindre le niveau F. Et la raison pour laquelle je vous représente ici le niveau F, c'est qu'il existe des expériences où la flexibilité, la possibilité d'avoir un troisième niveau peut servir, comme on le verra plus loin.
un point important, c'est que la forme de ce potentiel est manipulable, je vous le dirai dans un moment, et on peut en particulier modifier la forme du potentiel, abaisser la barrière pour amener le niveau excité du qubit au ras de l'ionisation, de l'échappement par effet tunnel. Et lorsque la particule effective s'échappe par effet tunnel, delta varie brusquement, ça correspond à une variation brutale du flux à travers le qubit, et cette variation est détectée. Alors comment est-ce qu'on manipule le qubit et comment est-ce qu'on le détecte? On doit insérer cette jonction dans un circuit. Le circuit du qubit proprement dit est représenté ici. La jonction est en parallèle avec sa capacité, qui est soit la capacité réelle de la jonction, soit une capacité supplémentaire par laquelle on chante la jonction si on veut établir des paramètres qui sont plus favorables à l'expérience. Et on a également une inductance ici. Donc on a un circuit LC et la jonction se comporte comme un circuit LC non linéaire. Comment est-ce qu'on manipule le potentiel de la jonction? On a ici un circuit de contrôle, flux bias en anglais. On fait circuler un courant qui, par ce transformateur supra, induit un flux magnétique dans le circuit du qubit. Et lorsque le flux du qubit varie, le point de fonctionnement varie, ça revient à déformer ce potentiel. Et en déformant le potentiel, on peut donc accorder le qubit à la fréquence que l'on veut ou amener le qubit au ras des paramètres convenables pour la détection. Enfin, comment s'effectue cette détection? On a un autre circuit ici qui est également couplé inductivement au circuit du qubit. C'est le circuit de détection proprement dit. Lorsque le flux dans le qubit varie, la variation se répercute sur ce circuit qui comporte également deux jonctions Josephson que je n'ai pas marquées, je n'ai pas montrées ici. Il y a dans le circuit du SQUID deux jonctions Josephson, une ici et une en haut. Et lorsque le flux passe une certaine valeur line, eh bien, le courant Josephson ne peut plus se maintenir. Il y a une transition entre l'état supraconducteur et l'état normal dans le SQUID qui se manifeste par une variation des paramètres brutale qui permet de détecter le qubit s'il se trouve dans l'état E. Enfin, dernier point, on peut contrôler également la superposition d'états E et G en appliquant une radiofréquence. Un courant oscillant peut être introduit dans ce circuit par l'intermédiaire d'une capacité, et ce courant radiofréquence permet d'effectuer des rotations sur le qubit, préparer n'importe quelle superposition des états E et G. Je reviendrai sur ce point plus loin, c'est un point qui est très important. Donc on peut manipuler le qubit, modifier sa fréquence, le détecter dans ces qubits de phase. Donc de façon plus précise, si on veut se rendre compte de la façon dont les choses se présentent réellement, eh bien, voici donc une microphotographie qui montre le qubit à gauche et le résonateur à droite. Et pour rendre ça plus visible, je vais agrandir cette microphotographie ici. Vous voyez ici donc le vrai système avec la représentation schématique en dessous et les différents éléments qui se correspondent. Par exemple, la jonction Josephson qui se trouve ici est en fait intégrée dans le circuit au voisinage de ce point. La capacité qui chante cette jonction, c'est le carré d'aluminium que vous avez ici. Vous avez également le circuit du SQUID, ce qu'on appelle le readout, la mesure, se trouve ici. Et vous voyez qu'on voit très bien le transformateur qui fait correspondre aux boucles de courant dans le qubit, les boucles de courant qui se trouvent dans le SQUID. Il y a deux circuits en forme de 8, et je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on arrange ces circuits en forme de 8 pour qu'ils soient insensibles au flux extérieur, mais que le couplage entre le flux du qubit et le flux qui passe dans le SQUID soit optimisé. Vous avez également ici le circuit de contrôle flux bias avec ces boucles qui sont situées là. Et enfin, la micro-onde qui permet d'effectuer des rotations du qubit est transmise à travers cette capacité qui se trouve ici et qui est agrandie là. Et donc, on commande l'état du qubit, on effectue les rotations grâce à cette source micro-ondes qui entre par ici. Donc voilà le qubit proprement dit. Maintenant, il faut parler du résonateur. Le résonateur est couplé au qubit par cette ligne, et le résonateur, c'est une ligne coplanaire repliée sur elle-même. Donc vous voyez la longueur est de l'ordre de 2 mm, qui est un résonateur à une fréquence de l'ordre de 6,6 GHz. Donc vous voyez les deux systèmes, le qubit qui est un système à deux niveaux, le résonateur qui est un oscillateur harmonique dont les niveaux représentent
les états à nombre de photons. Donc on revient maintenant au dispositif expérimental ici. La première expérience que l'on effectue toujours dans ce cas-là, c'est une spectroscopie du qubit, parce qu'on veut savoir exactement où se trouve sa fréquence de résonance et on veut pouvoir amener sa fréquence de résonance à la fréquence du résonateur. Alors on effectue cette mesure de la façon suivante. On mesure le taux de transfert du niveau fondamental au niveau E en recommençant l'expérience un très grand nombre de fois et en mesurant la probabilité pour que le qubit s'échappe par effet tunnel lorsqu'on l'amène au point de détection. C'est-à-dire c'est la probabilité pour que le système se trouve dans l'état E. Et cette probabilité, on la mesure en fonction de deux paramètres, le flux de contrôle, en unité ici, en unité arbitraire, et la fréquence de la micro-onde appliquée au qubit. Et vous voyez que lorsque vous variez le flux arbitraire, la fréquence de la micro-onde nécessaire pour effectuer la transition varie à peu près linéairement. Donc on a un accord pratique de la fréquence du qubit, et on observe à un certain point une déformation de cette variation linéaire avec un anticroisement. Et cet anticroisement signale le fait que le qubit se trouve être en résonance avec un autre système qui est ici le résonateur. Donc la position de l'anticroisement ici, vous voyez, c'est 6,56 GHz, donne la fréquence du résonateur, et elle donne également la valeur du paramètre de contrôle à laquelle on doit se fixer si on veut être en résonance. Et si on agrandit l'anticroisement, vous voyez que la séparation des branches de l'anticroisement ici, oméga sur 2pi, qui vaut 36 MHz, donne la force du couplage, donne la fréquence de Rabi pour ce système d'électrodynamique des circuits. Donc, en faisant cette expérience de calibration, on détermine tous les paramètres et on vérifie que tout fonctionne bien. Ce type de diagramme est très fréquemment utilisé dans ces expériences. Vous voyez que c'est en fait un diagramme à 3 dimensions. On a les 2 dimensions en abscisse et en ordonnée, et la troisième est un code couleur qui indique l'importance du paramètre qu'on mesure. Ici, le taux de transfert PE, la probabilité de transfert PE, avec un code avec un bleu plus ou moins intense lorsque cette probabilité augmente. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à faire l'expérience proprement dite. Et l'expérience proprement dite, dans ce cas, est extrêmement simple. Alors, j'ai ici représenté, en fonction du temps, les différentes opérations que l'on applique au qubit. Finalement, la philosophie de cette expérience, ça consiste simplement à transférer de l'énergie au résonateur par l'intermédiaire du qubit. Et on se sert du fait que le qubit est non linéaire pour donner de l'énergie à l'oscillateur d'une façon non classique. Si on couplait directement l'oscillateur à une source classique, ce qu'on obtiendrait, c'est un état cohérent, une augmentation du champ dans le résonateur avec une distribution d'état n. Mais si on veut préparer un état n bien défini, il faut passer par l'intermédiaire du qubit. Et le type d'opération qu'on effectue, vous l'avez ici sur la diapositive, mais je l'ai mis ici au tableau où je pense que ça va être encore plus clair. Vous avez ici une échelle de niveau d'énergie du système. À gauche, les niveaux combinés qubit, oscillateur, lorsque le qubit est dans l'état G. Donc vous avez l'état G0, G1, G2, G3 qui sont équidistants. Et à droite, vous avez les mêmes niveaux lorsque le qubit est dans l'état E, E0, E1, E2. Et vous voyez qu'il y a deux situations possibles. Ou bien le qubit n'est pas en résonance avec le résonateur, ce qui fait que l'état E0 a une énergie légèrement différente de G1, E1 une énergie légèrement différente de G2, etc. Ou bien vous amenez le qubit à résonance, et à ce moment-là, il y a dégénérescence de sous-espace E0, G1, E1, G2, E2, G3. Et la situation est exactement celle qu'on a en électrodynamique quantique en cavité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On part du système dans l'état G0, qubit dans son état fondamental, résonateur vide, et on commence par effectuer une rotation du qubit pour l'amener dans l'état E. C'est-à-dire qu'on donne de l'énergie au qubit. C'est ce qu'on appelle un pulse pi. Et cette rotation, dans l'espace du vecteur de bloc du qubit, on peut la voir comme une rotation autour de l'axe OX qui amène l'état G qui correspond à l'état fondamental du système, à l'état E qui est l'état excité. Donc on a donné de l'énergie au qubit et on effectue cette expérience. Cette partie de l'expérience, le qubit est hors résonance parce qu'on ne veut pas perturber le résonateur. Une fois qu'on est dans l'état E0, on amène brusquement le qubit à résonance avec le résonateur pour réaliser la dégénérescence E0G1. Et vous savez que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est une oscillation de Rabi périodique entre E0 et G1. Et si on attend juste le temps qu'il faut, le système va passer de E0 à G1. C'est ce qu'on appelle un swap en anglais, un échange d'énergie entre le résonateur et le système. Et on se retrouve à ce moment-là dans l'état G1. À ce moment-là, on recommence, on remet hors résonance ces deux systèmes,
on fait un autre pulse pi sur le qubit pour l'amener dans l'état E1, on remet à résonance ces deux systèmes, on fait un deuxième swap, et ainsi de suite. Vous voyez donc on grimpe sur cette échelle de façon complètement déterministe, avec une série d'opérations absolument évidentes. Si vous voulez voir en fonction du temps ce qui se passe, voici le diagramme temps. En bleu, j'ai représenté la fréquence du résonateur, et vous voyez ici ce qui arrive au qubit. Il commence avec une fréquence inférieure, un des accords delta. On applique ce tortillon, on représente schématiquement l'impulsion radiofréquence qui nous permet de passer de G à E. Quand il est dans E, on le met en résonance pendant un temps égal à pi sur oméga pour effectuer la demi-oscillation de Rabi. Puis on sort de résonance, on réexcite le qubit et on le remet à résonance à nouveau. Et la deuxième mise à résonance s'effectue pendant un temps plus court parce que l'oscillation entre G2 et E1 est racine de 2 fois plus rapide que l'oscillation entre G1 et E0, et ainsi de suite. Donc on ajuste les durées et on arrive jusqu'au moment où on a préparé l'état N qu'on cherche à réaliser. Donc c'est ce que j'ai indiqué, donc j'ai décrit ici. Une fois qu'on a obtenu cet état, une fois qu'on pense être dans le bon état, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détecter. Et la façon la plus simple de le détecter, ça consiste à se remettre à résonance, cette fois-ci pendant un temps variable, qu'on appelle le temps de sonde, tau probe en anglais, et on laisse les deux systèmes couplés pendant ce temps variable, et au bout de ce temps, on effectue la mesure. La mesure, ça modifie brusquement les conditions de fonctionnement du système, et on détermine si le système est dans E ou non. Et en recommençant cette séquence un très grand nombre de fois, on mesure la probabilité pour que, après un temps tau en contact avec un champ qui en principe a n photons, le système se trouve dans l'état excité. Et vous savez que cette probabilité, c'est une oscillation de Rabi dont la fréquence est un oméga racine de n. Donc la signature de la réussite de l'expérience, ça consiste à mesurer ces signaux d'oscillation de Rabi en fonction du nombre de photons qu'on pense avoir préparés. La séquence s'effectue très rapidement parce que chacune des opérations que j'ai décrites ici dure environ une dizaine de nanosecondes. Donc la séquence en elle-même dure une centaine de nanosecondes. Ensuite, il faut à peu près une microseconde pour resetter le système et remettre le qubit dans son état fondamental. Donc on peut faire une expérience toutes les microsecondes. Si on veut acquérir une statistique convenable, il faut moyenner sur une centaine de points. Donc vous voyez qu'il faut à peu près 100 microsecondes à 1 milliseconde pour obtenir un point. Et si vous voulez obtenir 100 à 1000 points, ça veut dire qu'à peu près en une seconde, vous avez ces courbes d'oscillation de Rabi. Et on voit très clairement que lorsqu'on passe de 1 à 2 à 3 à 4, 5 ou 6 photons, les oscillations deviennent de plus en plus rapides. Et en fait, on peut montrer que la fréquence des oscillations varie en racine de n. Vous avez ici à nouveau le même type de diagramme à 3 dimensions. On porte la fréquence de Rabi en abscisse, le nombre de photons que l'on pense avoir réalisé en ordonnée, et ici, l'amplitude de la composante de Fourier dans ce champ, dans ce signal. Donc vous voyez qu'ici, on a essentiellement la composante de Fourier correspondant à oméga, ici oméga racine de 2, oméga racine de 3, 2 oméga, etc. Et ces points se placent sur une parabole qui montre bien que les fréquences varient proportionnellement à racine de n. Alors ils ont fait une autre expérience qui va nous rappeler également des choses qu'on avait vues en électrodynamique quantique en cavité, une expérience encore plus simple. Au lieu de préparer un état de Fock, ils ont simplement préparé un état cohérent. Pour cela, ils ont introduit dans le résonateur, ils ont coupé le résonateur directement à la micro-onde de contrôle du résonateur pendant un temps donné. Ça prépare un état cohérent. Et une fois que l'état cohérent est préparé, eh bien, ils font la même séquence de mesures. Ils laissent l'état cohérent évoluer pendant un certain temps avec le qubit, et puis au bout d'un certain temps tôt, ils interrompent et ils mesurent la probabilité pour que le qubit soit excité. Donc ils font l'oscillation de Rabi dans un état cohérent, et ils observent ce type de signaux. Voilà l'oscillation de Rabi en fonction, lorsqu'on augmente l'amplitude du champ dans l'état cohérent. Et vous voyez que très rapidement, on voit ce phénomène que nous avions étudié longuement dans certains cours des années précédentes, qui est ce qu'on appelle l'effondrement et la résurgence des oscillations de Rabi. Dans cette expérience, ce qu'on voit, c'est une oscillation de Rabi composite. C'est une superposition des oscillations de Rabi aux différentes fréquences en racine de n, le poids de chacune de ces composantes étant donné par la probabilité d'avoir n photons dans l'état cohérent qui est donnée par une loi de Poisson. Donc ceci, c'est la convolution d'une loi de Poisson par les oscillations en sinus oméga racine de n. Et comme ces fréquences sont incommensurables, elles commencent par se brouiller, donc les oscillations disparaissent. Et puis, comme on a un nombre fini d'oscillations, au bout d'un certain temps, elles reviennent en phase
et on a une renaissance du signal, qui est très claire, par exemple, sur cette trace. Donc ils ont analysé ces traces par la même méthode que celle que je décrivais. Voilà ici encore ce type de diagramme où on a la fréquence de Rabi en abscisse, l'amplitude du champ cohérent en ordonnée. Et vous voyez que ces courbes elles reviennent à dire simplement que si vous les coupez par une droite horizontale, vous obtenez les amplitudes d'avoir des différents nombres de photons dans un état cohérent donné. Donc ces amplitudes doivent se reporter, doivent donner une loi de Poisson. Et vous voyez qu'on a effectivement une distribution de valeurs de n qui évolue vers la droite lorsqu'on augmente la taille du champ et qui s'affine en largeur relative lorsque le nombre de photons augmente. Et ici, vous avez un autre diagramme qui montre maintenant la fréquence principale en fonction du rang, c'est-à-dire du nombre de photons, et on a à nouveau cette loi parabolique. Donc ces expériences montrent que le système fonctionne bien, et en fait, elles nous rappellent fortement les expériences analogues que je décrivais dans les cours des années antérieures. Voilà le signal donc, de cette expérience. Je vous rappelle qu'il y a une douzaine d'années, et j'avais rappelé ces expériences dans la première leçon, des expériences analogues ont été faites en physique des ions piégés et en électrodynamique quantique en cavité. Dans la physique des ions piégés, l'oscillateur n'est pas un mode du champ, l'oscillateur c'est un mode de vibration d'un ion dans un piège, mais ce mode de vibration de l'ion dans le piège est couplé aux états internes de l'ion par un Hamiltonien qui est un Hamiltonien de type Jaynes-Cummings. Cet Hamiltonien, c'est simplement celui qu'on obtient en excitant l'ion sur la première bande latérale, c'est-à-dire non pas à la fréquence correspondant à la différence d'énergie des états internes, mais cette fréquence moins un quantum de vibration. Et lorsqu'on effectue ce couplage, on a exactement l'Hamiltonien de Jaynes-Cummings. Et donc, si on laisse cet ion évoluer et vibrer en même temps sous l'effet de cette excitation laser pendant un temps donné, la probabilité de trouver l'ion dans l'état excité est donnée par exactement la même formule. Et vous voyez que les expériences effectuées dans le groupe de Dave Wineland en 1996 donnent des signaux qui sont très très voisins, enfin qui sont exactement les mêmes que ceux observés en électrodynamique des circuits. Nous-mêmes, à la même époque, nous avions réalisé une expérience en électrodynamique quantique en cavité qui est donc sur le plan des principes identique à celle-là, simplement notre qubit était un atome de Rydberg circulaire et notre résonateur était une cavité micro-ondes. Vous voyez à nouveau donc la disparition et la résurgence des oscillations. Donc on peut dire que ces trois expériences donnent une même signature de l'état cohérent dans trois systèmes très différents. Donc voilà ce qu'on peut dire de la première expérience qui est l'expérience de génération d'états de Fock. Je vais parler maintenant d'une généralisation, une expérience qui a été effectuée il y a 2 ans dans le groupe de Martinis, dans laquelle ils ont montré qu'ils étaient capables de synthétiser non pas simplement un état de Fock, mais n'importe quelle superposition d'état n en électrodynamique des circuits. Alors quel est le principe de cette expérience? Vous voyez que lorsqu'on effectue, pour générer un état de Fock, on doit avoir 2 types d'opérations. Des opérations sur le qubit, rotation du qubit, qui sont effectuées lorsque le qubit est hors résonance avec la cavité, et des opérations de swap, d'échange d'énergie entre le qubit et le résonateur. Eh bien, ces opérations, si on les combine de façon astucieuse, et si on y ajoute une troisième opération qui est un déphasage du qubit, le déphasage du qubit, c'est également une rotation, mais une rotation autour de l'axe OZ de la sphère de Bloch, eh bien, on peut générer n'importe quel état. Et en fait, la méthode a été décrite, a été proposée pour la première fois par Lowe et Eberle dans un papier publié à Physical Review Letters, dont je vous donne la référence, je vous ai donné la référence ici, et dans lequel il donne le principe d'une méthode très astucieuse qui permet systématiquement de préparer ces états. L'idée de la méthode est assez simple. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est par une combinaison d'opérations unitaires sur le qubit seul ou sur le qubit couplé au résonateur, de partir d'un état initial très simple, qui est le qubit toujours, le qubit dans l'état fondamental en présence du vide du résonateur, et puis effectuer une série de transformations. Et le but ultime, c'est de préparer le résonateur dans un état psi arbitraire, qui est une superposition arbitraire d'état n, et il faut que cet état soit désintriqué avec le qubit, et que le qubit soit à nouveau dans l'état G. Donc on veut une transformation unitaire
une trajectoire dans l'espace de Hilbert du système qubit-résonateur qui part de l'état G0 pour arriver à l'état G-psi où l'état psi n'a rien de particulier, ça peut être n'importe quoi. Alors le problème est un petit peu le même que celui de la recherche d'un itinéraire sur une carte. Si vous partez de Paris ou de Rome et que vous voulez aller dans un petit village, le chemin n'est pas facile à trouver parce que les caractéristiques du petit village ne sont pas très intéressantes. Par contre, si vous êtes dans le petit village et si vous voulez aller à Rome, vous savez que tous les chemins mènent à Rome, c'est beaucoup plus facile de revenir à l'état initial, à l'état G0, qui lui a une caractéristique évidente. D'abord, si vous ne faites rien à partir de l'état G-psi, vous allez vous retrouver après la relaxation dans l'état G0. Bon, on veut pas la relaxation ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas une transformation unitaire, mais aller de G-psi à G0 par la transformation inverse de celle qu'on cherche, c'est quelque chose qui doit être plus simple, en tout cas à chercher et à déterminer. Et c'est donc l'idée de Loew-Eberle. L'idée de Loew-Eberle, c'est de partir de l'état final et de trouver de façon systématique une suite d'opérations qui ramène à l'état initial. Et cette suite d'opérations est assez simple à comprendre logiquement. Dans l'état G-psi, vous allez avoir un état qui va contenir un maximum de nombre de photons. Eh bien, à partir du moment où on connaît cet état, on sait quelle est la transformation de swap qui va faire disparaître ce nombre maximum de photons. Parce que cet état va être de la forme Gn plus 1, et on sait que par une opération de swap, on peut ramener Gn plus 1 à En. Donc on sait comment on va faire disparaître un photon. On va avoir une nouvelle superposition d'états, et on recommence. Sur la nouvelle superposition d'états, on va faire disparaître l'état à n-1 photons, et on va se retrouver avec un état à n-2 photons. Et vous voyez que si on peut faire ça systématiquement, eh bien fatalement, on va revenir à G0. Alors, je ne vais pas vous donner l'algorithme général qui permet de le faire, parce que ça va être un peu fastidieux, mais je vais l'illustrer sur deux exemples, ou plutôt sur un seul exemple, et je vous laisserai vous débrouiller avec l'autre, parce que je pense que ça permet de comprendre complètement ce qui se passe. Je vais commencer par faire la liste des opérations élémentaires qui sont nécessaires à cette synthèse, et c'est des opérations que j'ai d'ailleurs recopiées au tableau, donc je peux revenir sur le tableau principal. Il y a trois types d'opérations qui sont nécessaires pour la synthèse, et trois seulement. Deux de ces opérations sont des rotations du qubit. Ces rotations du qubit, c'est soit une rotation autour de l'axe OX de la sphère de bloc, qu'on peut écrire e puissance moins i phi sigma x sur 2, et en développant, suivant des formules connues, l'exponentielle faisant intervenir les matrices de Pauli, c'est cosinus phi sur 2 la matrice unité moins i sinus phi sur 2 la matrice sigma x, on peut l'écrire explicitement comme ça. Cette opération, on l'effectue lorsque Q et R sont non résonants, et on l'effectue simplement en appliquant une impulsion de radiofréquence au qubit, et pour déterminer l'impulsion qu'il faut, on fixe la phase de cette impulsion, ce qui permet de s'assurer que la rotation est autour de l'axe OX, et on fixe la durée de l'impulsion pour atteindre l'angle phi qu'on cherche à réaliser. Donc ça, on sait le contrôler complètement. Le deuxième type d'opération qui va se révéler nécessaire, c'est encore une rotation du qubit d'un angle chi, mais cette fois-ci autour de l'axe OZ. Et cette rotation autour de l'axe OZ n'est rien d'autre qu'un déphasage, un changement de la phase relative des états E et G du qubit. Pour l'effectuer, on n'a même pas besoin de micro-ondes, il suffit de laisser le qubit avec un désaccord de fréquence donné par rapport au résonateur pendant un temps donné, et à ce moment-là, on sait que les deux niveaux d'énergie du qubit vont, dans le référentiel qui nous intéresse, acquérir un déphasage qui égale à delta t, où delta est le déphasage et la différence d'énergie, et t est le temps pendant lequel on laisse mijoter le système comme ça. Donc ces rotations-là, elles sont très faciles à faire. Ces deux types de rotations se font lorsque Q et R sont non résonants. Et enfin, le troisième type de rotation, c'est le swap, c'est-à-dire c'est l'échange d'énergie. Et ça, on l'a étudié dans de très nombreux cas. C'est une opération qui couple entre dans les états du système atome plus qubit plus résonateur, les états En et Gn plus 1, suivant cette opération unitaire. Gn plus 1 devient une superposition linéaire de Gn plus 1 et de En avec des poids en cosinus et en sinus oméga racine de n plus 1 tau sur 2. Et on a évidemment l'état orthogonal pour En, qui devient la superposition orthogonale de Gn plus 1 de En. Ici, Q et R sont résonants, et j'insiste sur le fait qu'il y a une phase. Les deux amplitudes de probabilité sont en quadrature, ont un déphasage de pi sur 2 l'un par rapport à l'autre, et ce déphasage est important, il compte pour l'évolution du système, et on va voir que c'est en particulier ce déphasage qui rend nécessaire ce type d'opération en RZ. Donc voilà comment on doit procéder. Et
Donc j'ai simplement ici, sur ce tableau, j'ai simplement résumé exactement ce que je viens de vous dire au tableau. Alors, on va prendre un exemple, comme je vous le disais, on va se proposer de synthétiser l'état psi égale à 1 plus I3. La superposition d'un état à 1 photon et d'un état à 3 photons avec une phase, un déphasage entre les deux états de pi sur 2. Et on va commencer par déterminer la suite des opérations qui conduit de G psi à G0. Et ensuite, il suffira d'inverser ces opérations. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ça de façon systématique avec 8 transformations qui sont des produits des opérations que j'ai décrites plus haut. Alors, la première chose que l'on doit faire, évidemment, c'est faire disparaître l'état à 3 photons. Pour faire disparaître l'état à 3 photons, il faut se servir du swap qui transforme G3 en moins IE2 en se servant de cette relation-là. Il suffit d'ajuster le temps d'interaction pour faire un pulse pi dans le sous-espace G3E2, et ça prend un temps pi sur oméga racine de 3. Pourquoi racine de 3 ? Parce que c'est la troisième multiplicité du système atome-cavité. Donc on fait cette transformation. Mais alors vous voyez que la complication qui apparaît immédiatement, c'est qu'on ne peut pas faire cette transformation uniquement sur la partie G3. Le système, on part d'un système qui est G1 plus G3, et donc la partie G1 va être affectée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a essayé de faire, c'est finalement transformer, on a transformé IG3 en E2, c'est très bien, mais qu'est-ce qui arrive à la partie G1 ? Mais il est clair que la partie G1 va également subir une oscillation de Rabi, et l'oscillation de Rabi de G1 le transforme en une superposition de G1 et de E0. Et cette superposition de G1 et de E0 va avoir des amplitudes qui vont être cosinus oméga T3 sur 2 et sinus oméga T3 sur 2, où T3 est égal à pi sur oméga racine de 3. Donc vous voyez qu'on va avoir des angles bizarres ici, qui sont simplement liés au fait que les multiplicités 1 et 3 ont des fréquences d'évolution différentes. Et lorsque je remplace T3 par sa valeur, eh bien je vois que j'ai maintenant préparé un état où j'ai effectivement fait disparaître l'état à 3 photons, mais j'ai une superposition de G1 et de E0 avec des poids cosinus pi sur 2 racine de 3 et moins I sinus pi sur 2 racine de 3. Mais cet état est parfaitement déterminé. Alors maintenant, la stratégie, ça va consister à baisser. Je veux maintenant faire disparaître l'état à 2 photons. Alors vous voyez que l'état à 2 photons, j'ai ici E2 et G1. Et E2 et G1, c'est pas très bien, c'est pas bon, parce que ce que je veux avoir, c'est une superposition d'états dans lesquels E est affecté du plus petit nombre de photons et G du plus grand. Ce que je ne veux pas avoir E2 et une superposition de E2 et de G1, je veux avoir une superposition de E1 et de G2, si je veux faire une oscillation de Rabi. Mais pour transformer une superposition de E2 et de G1 en une superposition de E1 et de G2, c'est très simple, je fais une rotation de pi autour de sigma x, c'est-à-dire que j'effectue simplement un échange des niveaux E et G lorsque le résonateur n'est pas impliqué. Donc vous voyez que la nécessité maintenant de ces opération autour de sigma x apparaît clairement. Je fais un échange, je fais une rotation sur Q qui échange E et G, et donc vous voyez maintenant que la partie G1 va devenir E1 et la partie E2 va devenir G2. Et j'ai maintenant entrecroché quelque chose qui est sympathique, qui est une superposition de G2 et de E1, qui est le type d'état qui évolue sous l'effet de l'oscillation de Rabi et qui va pouvoir aller sur E1 tout seul. Alors, ceci est vrai à ceci près que je n'ai pas les bonnes phases. Vous voyez que si je veux que ce système évolue suivant les relations qui sont écrites ici, je veux avoir un I entre les amplitudes de G2 et de E1. Et pour avoir un facteur I, je vais faire une chose très simple, je vais faire cette rotation autour de OZ qui déphase de plus pi sur 2 une des amplitudes et de moins pi sur 2 l'autre. Et donc cette opération va me transformer G2 plus cosinus E1 en G2 plus I cosinus E1. Et là, j'ai quelque chose qui est exactement ce que je veux. J'ai un état qui, si je le laisse évoluer sous l'effet du couplage résonant, va osciller entre G2 et E1. Et donc, si j'arrête cette oscillation au bon moment, je vais me retrouver dans l'état E1. Et j'aurai éliminé l'état à 2 photons. Alors, il reste à fixer l'angle de cette rotation, c'est-à-dire le temps pendant lequel je dois la faire agir. Et ça, je l'ai décrit au sommet, en haut de cette diapositive. Donc, vous voyez qu'on part de l'état G2 plus I cosinus pi sur 2 racine de 3 E1. Pour normaliser cet état, j'introduis donc le facteur de normalisation racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3.
Et une fois qu'il est normalisé, je peux l'écrire sous forme canonique comme un cosinus θ sur 2 G2 moins I sinus θ sur 2 E1, à condition de définir l'angle θ par ces relations. Cosinus θ sur 2, c'est tout simplement 1 sur racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3. Et sinus θ sur 2, c'est moins cosinus pi sur 2 racine de 3 sur racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3. Donc vous voyez qu'il y a des angles très bizarres qui vont arriver. Vous pouvez résoudre ces équations et donner en degrés ou en radians cet angle, ça n'a aucun intérêt. Bon, le point important, c'est que vous êtes capable de le calculer et savoir quel est l'angle θ dans lequel vous vous trouvez lorsque vous couplez le système et le résonateur. Et à partir de cet instant, eh bien, l'évolution, elle est claire, elle est donnée par ces équations-là. Si vous laissez le système mijoter pendant un temps tau, le cosinus θ sur 2 va devenir cosinus θ plus oméga racine de 2 tau sur 2, G2. Et ici, vous allez avoir moins I sinus θ plus oméga racine de 2 tau sur 2, E1. Racine de 2 parce que vous êtes dans la multiplicité, la deuxième multiplicité. Et maintenant, vous voyez que ce que vous voulez faire, c'est choisir le temps tau qui transforme cet argument en pi sur 2, parce que cosinus pi sur 2 vaut 0. À ce moment-là, ce θ va disparaître et vous allez vous retrouver dans l'état E1. Donc il faut résoudre cette équation θ plus oméga racine de 2 sur 2, tau sur 2 égale pi sur 2. Et ça, donc ça vous montre qu'à l'instant tau, qui est égal à pi moins θ sur oméga racine de 2, vous allez vous retrouver dans l'état E1 pur. Et évidemment, j'avais oublié qu'il y avait une partie G0 à laquelle il n'arrivait rien, donc j'ai maintenant une superposition de G0 et de E1. Une fois que j'ai cette superposition de G0 et de E1, ben je continue, il faut que je fasse disparaître l'état 1 photon. G0, E1, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais savoir, c'est G1, E0. Mais pour passer de G0, E1 à G1, E0, je fais maintenant une rotation de pi qui échange G et E. J'échange G et E. J'arrive dans l'état E0, une superposition de E0 et de G1. À nouveau, je n'ai pas la bonne phase, donc à nouveau, je fais un déphasage de pi pour introduire une différence un facteur I entre les deux amplitudes. Donc j'introduis ce facteur I entre les deux amplitudes. Une fois que j'ai introduit le facteur I entre les deux amplitudes, j'ai la bonne superposition de E0 et de G1. Donc avec un swap qui doit se faire pendant un temps accordable, mais que je peux calculer, je peux me ramener à l'état E0. Et alors à ce moment-là, j'ai une superposition de E0 et du G0, de E0 et... Oui, je ramène ici à E0, mais j'avais un G0 qui traînait là. J'ai une superposition de E0 et de G0. Cette superposition de E0 et de G0, je peux la transformer par une simple opération sur le qubit en état G, et je vais me retrouver dans l'état G0. Et si vous comptez le nombre d'opérations, vous avez 8 opérations qui vous ont amené à G0. Donc vous voyez, c'est un peu pénible au tableau comme ça, mais le principe est simple. Et pour voir si vous avez compris, vous essayez de faire le problème suivant, que j'ai résumé sur la diapositive suivante. Je veux préparer 0 plus 1 plus 2. Alors, je vous laisse le faire. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est qu'il va apparaître une nouveauté par rapport au calcul précédent. Dans le calcul précédent, toutes les rotations du qubit étaient des rotations d'angle pi. Ici, vous allez voir que la rotation du qubit elle-même doit être ajustée. Et il peut se trouver des cas où la rotation du qubit doit se faire suivant un angle différent de l'angle pi. Donc je passe là-dessus, parce que le temps presse. Et donc tous les détails sont là. Et donc je reviens maintenant au schéma de principe. Vous voyez que ce schéma de principe, il rappelle très fortement celui que je dessinais au tableau pour les états de Fock. Vous voyez qu'on part pour calculer les produits d'opérateurs, on part de l'état qui contient le plus grand nombre de photons, G5. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai choisi G5. Les lignes horizontales représentent des opérations de swap qui sont réalisées en mettant en résonance le qubit et le résonateur. Hors résonance, on a deux types d'opérations. Soit des opérations qui font basculer de E à G, ce sont les rotations autour de OX, les rotations autour de l'axe OX de la sphère de Bloch, soit des transformations que j'ai représentées par des arcs de cercle comme ça, qui sont des déphasages et qui correspondent aux rotations autour de OZ. Et vous voyez qu'en appliquant ces transformations, on descend. Alors, la difficulté, c'est que lorsque ce que vous voudriez faire, c'est faire ça ici, mais quand vous faites cette opération ici, automatiquement, vous modifiez ce qui se passe au-dessous. Et il faut en tenir compte pour les étapes suivantes. C'est ça la difficulté, mais c'est une question de suivre sur la fonction d'onde explicitement ce qui se passe. Une fois que vous avez déterminé le chemin comme ceci, vous l'appliquez en sens inverse, et donc vous grimpez de G0
à la superposition que vous voulez, en laissant derrière vous les amplitudes qui sont les amplitudes de l'état tel que vous voulez le faire. Et donc ça marche. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à décrire l'expérience qui a été publiée donc, en 2009, toujours le groupe de Martinis. Alors le schéma du montage est maintenant on commence à être habitué. Le qubit avec son contrôle par le flux, son squid de mesure, la micro-onde qui commande directement le qubit pour effectuer les rotations autour de l'axe X, et puis une commande du résonateur. On a besoin, dans l'expérience, comme vous allez le voir dans un moment, pour mesurer l'état du champ, on a besoin d'injecter un champ cohérent à la fin dans le résonateur. Vous avez ici le type d'opération qui rappelle celle que j'ai écrite au tableau. Lorsque vous voulez faire des rotations du qubit autour de l'axe OX de la sorte de bloc, vous appliquez une impulsion micro-ondes hors résonance, et puis vous vous rapprochez de résonance. Dans l'expérience, vous mettez même carrément en résonance pour les swaps, et à la fin, vous détectez. Alors, comme toujours, et là je fais une petite digression, il faut au départ calibrer. Et aussi bien l'expérience précédente que celle-là sont calibrées en mesurant un signal, en mesurant une signature qui est du type de celle que je vous présente ici au tableau, qui est à nouveau un graphe à 3 dimensions. Ce qu'on commence par faire, c'est mettre le qubit à résonance pendant un temps donné avec le résonateur, laisser évoluer pendant un temps donné et mesurer la probabilité pour que le qubit soit excité. On fait l'expérience typiquement d'oscillation de Rabi, mais on l'a fait dans une situation générale où on permet éventuellement un désaccord delta entre le qubit et le résonateur. Et vous voyez qu'on obtient un graphe à 3 dimensions où on a en abscisse le temps d'interaction, en ordonnée le désaccord de fréquence entre le qubit et l'oscillateur, et en code couleur l'amplitude de la probabilité de transfert vers le niveau E. Et vous voyez que directement sur ce type de diagramme, on lit de façon globale toutes les caractéristiques du système. Par exemple, si vous vous mettez à résonance et vous tracez une ligne horizontale ici, vous allez voir que la probabilité d'être dans l'état excité oscille d'une valeur de 0 à 1 avec une période qui est l'écart entre deux pics maxima. Donc ici, sur cette droite-là, vous mesurez la fréquence de Rabi. Et puis vous voyez que si vous vous écartez de la condition d'accord, l'oscillation de Rabi devient plus rapide, ce qui est normal, et son amplitude devient plus faible. Et si vous portez finalement la fréquence de Rabi en fonction du désaccord, vous avez une hyperbole qui vous redonne bien le fait que la fréquence de Rabi est en delta 2 plus oméga 2, oméga étant la fréquence de Rabi à résonance. Donc en prenant ces courbes qui, une fois de plus, sont prises en quelques secondes, ils ont immédiatement la possibilité de vérifier que leur oscillation de Rabi est correcte et ils déterminent les paramètres de l'expérience. Une fois que ceci est fait, eh bien, on passe à l'expérience proprement dite. Alors maintenant, je vais pouvoir aller vite parce que j'ai décortiqué tout ça en détail. Vous voyez sur cette partie gauche l'échelle des niveaux d'énergie dans laquelle il s'agit de monter. Ici, la séquence d'opération et de préparation. Et j'ai pris d'ailleurs une séquence, si vous comptez bien, vous avez 8 opérations ici, qui est la séquence qui prépare l'état 1 plus I3. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce qu'il vous faut mesurer l'état. Il faut vérifier qu'on a effectivement synthétisé l'état qu'on veut. Et donc la deuxième partie de l'expérience est une partie de tomographie. Comment, à partir du moment où on a préparé l'état, comment le mesurer. Et la méthode tomographique générale, que j'ai longuement expliquée dans les cours antérieurs et que j'ai rappelée dans la première leçon, consiste à homodiner le champ qu'on veut mesurer avec un champ cohérent d'amplitude et de phase réglable. Et ça, c'est simplement une translation dans l'espace des phases qu'on réalise en couplant directement le résonateur avec une source de champ cohérent. Et donc c'est de là que vient l'importance, la nécessité d'avoir un couplage direct du résonateur avec une source de micro-ondes. Donc on injecte un champ cohérent d'amplitude alpha, et une fois qu'on a injecté ce champ, on mesure sur le champ translaté la loi de probabilité du nombre de photons. Et pour le faire, on fait des oscillations de Rabi. C'est-à-dire qu'on laisse le champ translaté interagir pendant un temps tau à résonance avec le qubit, et au bout du temps tau, on mesure la probabilité, toujours de la même façon, la probabilité pour que le qubit soit excité, c'est-à-dire qu'on termine par une mesure. Donc je vais revenir sur cette tomographie plus loin, mais il existe une méthode plus simple, qui est la méthode du pauvre, en quelque sorte, pour vérifier que les choses vont bien avant de faire la méthode tomographique totale. Ça consiste simplement, comme tout à l'heure, à regarder les oscillations de Rabi dans le champ qu'on a préparé, sans le translater.
C'est-à-dire qu'on peut commencer par court-circuiter cette étape en n'injectant rien ici, en faisant alpha égale 0, et en prenant simplement une courbe d'oscillation de Rabi dans le champ qu'on a préparé. Alors vous voyez ici l'oscillation de Rabi observée lorsqu'on a préparé soit l'état 1 plus I3, soit l'état 1 plus 3. Et cette oscillation de Rabi est parfaitement compréhensible. On a un battement entre deux fréquences, la fréquence oméga, qui est la fréquence associée à la partie 1 de l'état, et puis la fréquence en oméga racine de 3, qui provient de la partie 3. Et ces deux fréquences battent ensemble, elles sont incommensurables, donc la forme du battement change progressivement. Mais vous voyez que 1 plus 3 et 1 plus I3, qui sont représentés respectivement en bleu et en rouge, donnent le même signal, ce qui est normal, puisque lorsqu'on fait ce type d'expérience, on est sensible simplement à la distribution du nombre de photons, qui est la même dans les deux états. Et si vous prenez la transformée de Fourier et tracez sur un histogramme le poids des composantes à 1 et à 3 photons, vous voyez que les histogrammes rouges et bleus sont indiscernables. Donc ceci vous montre d'une part qu'on a quand même une information intéressante, qui est qu'on a préparé quelque chose qui ressemble à la superposition de 1 et de 3, mais on ne sait pas si elle est cohérente ou non, parce qu'on a fait simplement une mesure sur les populations. Et pour déterminer la cohérence et la différence entre ces deux états, il faut aller plus loin, et c'est là que la méthode de modinage complète devient importante. Donc je vais maintenant vous rappeler ce qu'est la méthode de modinage et comment est-ce qu'elle conduit à la reconstruction de l'état. En fait, cette méthode elle permet de reconstruire directement la fonction de Wigner de l'état du champ. Alors, je vous rappelle que la fonction de Wigner, c'est une fonction qui est construite sur l'opérateur densité, et il y a une formule très importante de définition de la fonction de Wigner que je vous rappelle ici. La fonction de Wigner au point alpha de l'espace des phases apparaît comme la valeur moyenne d'un opérateur qui est la parité du nombre de photons dans l'état déplacé. C'est-à-dire que vous partez de la matrice densité ρ, vous la déplacez de moins alpha, vous obtenez l'état d moins alpha ρ d alpha, et dans cet état, vous calculez la valeur moyenne de l'opérateur parité du nombre de photons. Qu'est-ce que c'est que cet opérateur parité du nombre de photons? C'est simplement l'opérateur qui prend la valeur plus 1 si le nombre de photons est pair, moins 1 si le nombre de photons est impair. Autrement dit, une façon triviale de l'exprimer, c'est de dire que c'est une somme sur n de moins 1 puissance n pi alpha de n, où pi alpha de n est la distribution de probabilité du nombre de photons dans l'état déplacé moins alpha. Donc si vous êtes capable de mesurer les pi alpha de n, par exemple par une oscillation de Rabi, vous les combinez dans cette formule et vous avez la fonction de Wigner au point alpha. Puis vous changez le point, et si vous changez le point, vous allez avoir la fonction de Wigner en n'importe quel point de l'espace des phases. Si la fonction de Wigner ne vous plaît pas et que vous voulez aller directement à la matrice densité ρ, vous appliquez la formule qui permet de passer de l'une à l'autre. L'élément de matrice de ρ dans la base de l'état de quadrature, c'est une transformée de Fourier sur la fonction de Wigner. Je vous rappelle que les états x plus u sur 2, x moins i sur 2, ce sont les états propres de l'opérateur a plus a croix, essentiellement. Les opérateurs qu'on appelle les opérateurs de quadrature, par exemple les opérateurs de position pour un oscillateur mécanique. Donc vous voyez que tout ceci permet par des opérations mathématiques de déterminer la fonction de Wigner ou l'opérateur de densité, mais ça demande là, du coup, beaucoup de moyen-âge, parce qu'il faut une étape supplémentaire. On mesure des oscillations de Rabi, mais il faut les mesurer pour un grand nombre de points de translation dans l'espace des phases. Et donc, on ne peut pas faire l'expérience en une seconde. L'expérience va prendre, disons, des minutes au lieu de prendre des secondes. Et sur les transparents suivants, je vais montrer un certain nombre de résultats. Alors, d'abord, je l'ai montré sous forme de fonction de Wigner. Alors, la fonction de Wigner n'est pas du tout évidente intuitivement. Elle est très jolie esthétiquement, c'est pour ça que je les montre. Et en dessous, je montrerai les matrices densité qui, elles, sont évidentes. Et ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont calculé, ils ont construit et mesuré systématiquement les fonctions de Wigner des états 0 plus n, avec n variant de 1 à 5. Donc ils ont fait 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 4, 0 plus 5. Alors, arrêtons-nous un instant pour voir. Vous voyez, ça ressemble un petit peu aux images qu'on obtient dans un kaléidoscope. Le code couleur qu'ils ont choisi, c'est que les valeurs négatives sont en rouge, et les valeurs fortement positives, c'est du blanc, et ça devient noir ou bleu très foncé autour de 0. C'est un peu bizarre comme code de couleur, parce que ce n'est pas monotone en longueur d'onde.
mais c'est ce qu'ils ont choisi. Et vous voyez que l'état 0 plus 1 est un état qui est à l'origine de l'espace des phases, la fonction de Wigner est nulle, puisque la parité de 0 plus 1 est égale à 0. L'état 0 est pair, l'état 1 est impair, donc parité nulle, mais la fonction de Wigner prend des valeurs négatives sur l'axe réel et positives sur l'axe réel, suivant que alpha est négatif ou positif. Une façon de voir ça consisterait à calculer la fonction d'onde associée d'un oscillateur, qui est une superposition des deux premiers états de l'oscillateur harmonique, et d'exprimer le fait que la fonction de Wigner, c'est en fait que la distribution de probabilité, c'est la projection de la fonction de Wigner, c'est l'ombre de la fonction de Wigner. On peut justifier cette forme, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. L'état 0 plus 2, lui, a deux parties négatives sur l'axe imaginaire. L'état 0 plus 3 a une symétrie triangulaire. Vous voyez que l'état 0 plus 2, il est fortement positif à l'origine de l'espace des phases, puisque c'est un état qui est pair si vous ne faites pas de translation. Par contre, l'état 0 plus 3, lui, est nul à l'origine de l'espace des phases, parce que c'est comme l'état 0 plus 1. Et vous voyez qu'il y a sur un triangle des points où la fonction de Wigner est positive, et sur un triangle complémentaire des points où il est négatif. L'état 0 plus 4 a une symétrie de carré, et l'état 0 plus 5 une symétrie pentagonale. Et l'existence des zones où la fonction de Wigner est négative signale le caractère non classique de ces états. Alors si on passe maintenant par l'opération de transformation que je vous ai indiquée à la matrice densité proprement dite, elle est représentée ici comme une matrice avec n en abscisse et en ordonnée. Là, vous comprenez très bien ce qui se passe. Sur la diagonale, vous avez la probabilité d'avoir 0 ou 1, 0 ou 2, 0 ou 3, 0 ou 4, 0 ou 5 photons, et vous avez les éléments non diagonaux correspondants, qui sont aussi grands que les éléments diagonaux, aussi grands à cette échelle. Si vous regardez de près, en fait, ils sont plus petits, et l'état fondamental a une probabilité plus grande. Je crois que quand on représente des choses comme ça, on ne voit pas très bien la fidélité avec laquelle le système est préparé. Je reviendrai sur ça plus loin. Mais enfin, on voit bien qu'on a préparé ce qu'on voulait, au moins qualitativement. Une deuxième série est montrée ici. Là, ils ont construit l'état 0 plus 3 plus 6 en introduisant une phase dans l'état 3. Et vous voyez que la fonction de Wigner est assez amusante. Elle a maintenant 3 anneaux sur lesquels elle prend des valeurs négatives. Alors, j'ai oublié de dire que la ligne du haut, c'est la théorie, la ligne du bas, ça correspond aux résultats expérimentaux. Mais on a donc un très bon accord. Ensuite, ils ont introduit une phase en épuissance I sur 8 sur l'état 3 qui déforme ces anneaux progressivement. Déformation plus grande pour pi sur 4, 3 pi sur 8 et 4 pi sur 8 qui est égal à I. Donc vous voyez comment les fonctions de Wigner évoluent théoriquement et expérimentalement. Et ici, vous avez les fonctions les distributions des éléments de matrice densité. Alors vous voyez donc 0 plus 3 plus 6 avec les cohérences. 0 plus 3 plus 6 avec les cohérences. Les flèches pointent dans la direction de l'axe réel lorsque les amplitudes sont réelles, et puis elles pointent dans une direction différente lorsqu'il y a une partie imaginaire. Si on regarde de près, les flèches en noir correspondent à l'expérience, et par en dessous, il y a des flèches en brun qu'on ne voit pas du tout qui représentent la théorie. Donc il est très difficile sur ce type de résultat de voir ce qui se passe, de voir la fidélité avec laquelle ces états sont préparés. Bon, je voudrais conclure cette partie en rappelant le lien avec l'électrodynamique quantique en cavité. Ils ont également construit des états de type chat de Schrödinger. Je vous rappelle qu'un chat de Schrödinger, c'est une superposition de deux états cohérents de phases différentes. Voici, par exemple, un chat qui a été construit dans le groupe de Martinis. Qu'est-ce que c'est comme chat? C'est le chat alpha et puissance iki moins alpha et puissance moins iki, qui a une amplitude correspondant à 2 photons, alpha égale racine de 2, et une phase, un déphasage de pi entre les deux états. C'est le vrai chat qui a une amplitude et l'amplitude opposée, une superposition des deux. Donc voilà leur chat, et voilà le type de chat que j'avais montré l'année dernière, que l'on fait en électrodynamique quantique en cavité, qui lui est un chat qui a une amplitude racine de 3,5, mais un déphasage qui n'est pas 0,5 pi, qui est seulement 0,37 pi. Donc c'est un chat qui est un peu plus grand, mais vous voyez la similarité de ces deux types d'expériences. Non seulement on peut préparer ces états, mais on peut étudier leur évolution dans le temps, étudier la décohérence. Il suffit, entre la phase de préparation de l'état
et la phase de mesure, de laisser le système évoluer pendant un certain temps. Alors nous l'avons fait, je vous avais montré des films sur la décohérence, et le groupe de Martinis a fait la même chose. Et en fait, cette image-là, c'est la première image d'un film sur la décohérence de leur chat. Alors je ne vais pas vous le montrer là, mais je vous donne ici les références. Ça sera plus clair sur l'Internet cet après-midi, parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la façon dont ça apparaît. Ça, c'est le site du journal Nature où vous pouvez voir les films correspondant à notre expérience. Et là, c'est le site du groupe de Martinis sur lequel sont présentés les films correspondant à son expérience. Et les deux films sont évidemment très similaires. Donc voilà le lien entre l'électrodynamique quantique en cavité et l'électrodynamique des circuits. Je voudrais dire aussi que le même type d'expérience est faisable avec des ions piégés et qu'en fait, la méthode de Lowe et Eberle que j'ai décrite ici a été illustrée avant les expériences de Martinis par le groupe de Wineland, où il a montré qu'on pouvait l'appliquer pour générer des états du même type, comme superposition d'états de Fock d'un mode de vibration de l'oscillation de Lyon. Mais je voudrais terminer maintenant en parlant d'un problème qui est la synthèse d'états du champ dans deux résonateurs spatialement séparés. Alors ça, c'est un problème qui nous a longtemps intéressés et qui continue à nous intéresser à l'école normale. En fait, les états que l'on cherche à préparer, ce sont les états que j'ai écrits ici au tableau, qu'on appelle les états Noon, pour des raisons évidentes, qui sont donc des superpositions de champs dans deux cavités, où tous les photons se trouvent soit dans une cavité, soit dans l'autre, mais le soit étant un soit cohérent, c'est-à-dire que c'est une superposition d'états, et il y a une relation bien définie dans les amplitudes de probabilité pour être dans cet état-là et celui-là. Alors, malheureusement pour nous, cette expérience a été réalisée en électrodynamique des circuits dans le groupe de Martinis. Et en fait, elle n'est pas encore. Là, je vous parle vraiment d'expérience très récente, puisque elle n'est pas encore publiée. Elle a été acceptée à Physical Review Letters, mais elle n'est pas encore publiée. On a sur les archives de QuantPhys, on peut retrouver la description de l'expérience que je vais vous faire maintenant. Alors, le principe de l'expérience est simple. Nous avons deux résonateurs qui sont deux lignes coplanaires A et B que l'on cherche à intriquer entre elles. Et on dispose pour cela de deux qubits, Q0 et Q1, qui sont deux qubits de phase. Et ces qubits de phase sont couplés entre eux par une troisième cavité, un troisième résonateur C qui va servir simplement de catalyseur pour intriquer les qubits Q0 et Q1. Et la procédure que je vais vous décrire est en fait un mélange des procédures que je vous avais décrites dans la première leçon en électrodynamique quantique en cavité et en physique des ions piégés. Vous allez reconnaître toutes les étapes. En fait, ils ont appliqué de façon très astucieuse et systématique ces méthodes. Avec un ingrédient de plus, ils ont utilisé l'existence du troisième niveau F de leur qubit qui va jouer un rôle important. En fait, ce n'est plus un qubit, c'est un qutrit, puisque le troisième niveau joue un rôle important dans la synthèse des états. Alors, je vous rappelle donc la structure des niveaux d'énergie. G et E sont les deux niveaux du qubit. Le troisième niveau, F, correspond à une fréquence F vers E différente. Et donc, on peut adresser individuellement les différentes transitions parce qu'elles sont séparées en fréquences. Alors, comme toujours, on fait d'abord une première expérience qui est une expérience de calibration. Alors, vous voyez qu'ici, on fait la spectroscopie du qubit Q0 et on fait la spectroscopie du qubit Q1. Et comme toujours, pour faire cette spectroscopie, on balaye le flux de contrôle. La fréquence du qubit varie de façon linéaire, sauf au point où il entre en résonance avec un autre système. Et vous voyez que le qubit Q0 présente deux anticroisements. Un anticroisement ici autour de 6,8 GHz et un anticroisement ici autour de 6,35 GHz. Ça correspond au couplage avec les qubits C, avec les résonateurs C et A, sur la transition entre G et E. De la même façon, le qubit Q1, lorsqu'on fait sa spectroscopie, présente deux anticroisements correspondant au couplage avec C et B. Et vous voyez ici un anticroisement agrandi avec la fréquence de Rabi de 20 MHz. Et le fait que les trois résonateurs aient des fréquences différentes est important parce que ça veut dire qu'on peut coupler sélectivement le qubit à un résonateur A ou C pour le qubit 0 ou le résonateur B ou C pour le qubit 1. Et là, je vous ai montré les courbes correspondant à la spectroscopie sur la transition EG, mais on peut faire la même spectroscopie sur la transition EF
et on déterminait à nouveau les fréquences qui permettent de coupler de façon résonante les qubits sur les transitions E vers F avec A et C pour le qubit 1 et B et C pour le qubit 2. Donc tout ça, c'est parfaitement réglé et ça permet maintenant de faire l'expérience. La première étape, c'est préparer l'état 1, 0 plus 0, 1. Et je vous rappelle que cet état, il a été préparé en physique des ions piégés, que le groupe de Wineland est arrivé à avoir deux petites molécules, deux systèmes d'ions beryllium-magnésium qui oscillent à une distance de l'ordre du millimètre l'une de l'autre et qui oscillent de façon telle qu'il y a une intrication entre le phonon de la molécule de gauche et le phonon de la molécule de droite. Eh bien, le même état peut être préparé maintenant dans ce type de dans ce type d'expérience. Alors, la méthode est extrêmement simple. On commence par intriquer les deux atomes, les deux qubits. On part des deux qubits dans l'état G, et l'oscillateur central, l'oscillateur C de couplage, va servir simplement de catalyseur pour préparer cette intrication. Il est initialement dans l'état 0. On commence par faire un pulse de pi, une rotation de pi du qubit Q0 quand il n'est pas en résonance. Donc on remplace GG par EG avec une phase. Donc on a l'état EG0, et maintenant, vous voyez que E0, si on passe à résonance, E0 va se transférer sur G1, on va avoir une oscillation entre 0 et G1. Et si on s'arrête après un pulse de pi sur 2, on fabrique une superposition linéaire de E0 et de G1, le deuxième qubit restant un spectateur dans l'état G. Et évidemment, on a maintenant intrication entre le premier qubit et le résonateur C. C'est exactement l'opération qu'on avait fait en électrodynamique quantique en cavité quand on a voulu intriquer deux atomes en les couplant à un mode du champ. Une fois qu'on a fait ça, on couple le deuxième qubit, Q1, toujours à la cavité C, cette fois-ci en faisant un pulse pi, de façon à transférer l'excitation du qubit du résonateur sur le qubit. En fait, si on veut avoir les phases correctes, je pense que c'est un pulse 3pi qu'il doit faire dans ce cas-là, mais c'est un détail. Et vous voyez que ce pulse-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser G0 tel quel, mais il va prendre le G1 qui est ici et le transformer en E0. Et ça veut dire que le résonateur va finir dans l'état 0 et les deux qubits vont être intriqués. Et ça, c'est exactement la méthode qu'on avait employée en 1996 pour intriquer deux atomes par l'intermédiaire du couplage avec la cavité. Donc le résonateur C sert à intriquer les deux qubits. Une fois que les deux qubits sont intriqués, on laisse tranquille le résonateur C, et maintenant on s'intéresse au couplage du qubit Q0 avec le résonateur A, et on transfère son excitation par un pulse Rabi pi. Vous voyez que ça va faire E0 va donner G1. Je crois que j'ai souligné ça pour qu'on le voit bien. La partie E0 donne G1, et simultanément ou après, ce qu'on fait, c'est qu'on couple maintenant, toujours par un pulse Rabi pi, le qubit Q1 avec B. Cette fois-ci, c'est le 1G qui est ici, qui va être transféré. C'est plutôt le E0 qui est ici qui va être transféré sur 1G. Et le résultat final, c'est que maintenant, ce sont les deux résonateurs A et B qui sont intriqués, et les qubits sont revenus dans l'état fondamental. Alors ça, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans la première leçon, c'est exactement la méthode que Wineland a utilisée pour intriquer les deux modes de ces systèmes beryllium-magnésium. Il a commencé par intriquer le mode de vibration de l'un avec l'état interne de l'autre, et puis il a ensuite transféré sur les modes de vibration en désintriquant les états internes. Et donc vous voyez qu'on se trouve finalement dans un état qui est une superposition de 1, 0 et de 0, 1, c'est-à-dire que c'est un état Noon avec n égale à 1. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour préparer des états de Noon avec n plus grand que 1? Alors là, l'astuce, vous voyez qu'on ne peut pas continuer comme ça avec l'expérience que je viens de faire, parce qu'à la fin de l'expérience, les états atomiques sont désintriqués du champ, et donc on ne bénéficie plus de la ressource de l'intrication pour aller plus loin. Ce qu'il faut, c'est s'arranger pour qu'on puisse monter dans les états en nombre de photons, tout en laissant le système de qubits intriqué jusqu'à la fin avec le champ. Et pour ce faire,
eh bien, on va utiliser le troisième niveau. Donc on commence par intriquer EG et GE, E et G plutôt, en fabriquant l'état EG plus GE, mais on transfère cette intrication à FG plus GF. Et ça, c'est facile à faire. Il suffit d'appliquer sur chacun des qubits un pulse pi qui transforme E en F sur le premier qubit et E en F sur le second. Et lorsqu'on a fait ces opérations, on a préparé l'état FG plus GF. Et maintenant, sur l'état FG plus GF, on reprend exactement la même procédure que tout à l'heure, mais cette fois-ci en couplant, en swappant l'énergie entre les qubits et les résonateurs A et C, non pas sur la transition EG, mais sur la transition FE. Donc on fait FG plus GF agissant sur le vide, on fait des pulses Rabi pi sur la transition E vers F, et on se retrouve dans l'état EG 1,0 plus GE 0,1. Vous voyez que si vous transférez, si vous faites un pulse pi, F va aller vers E et un photon va apparaître dans la cavité A. Mais si vous le faites si vous mettez maintenant en contact le deuxième qubit avec la cavité B, vous allez faire la même chose ici, et ça va être GE 0,1. Et donc vous voyez que vous avez préparé une superposition des états 0 et 1 dans les deux cavités, mais dans un système qui continue à être intriqué avec les états du qubit, puisqu'on a 1,0 est associé à EG et 0,1 est associé à GE. Alors, on peut continuer le processus maintenant, on réexcite les qubits de E vers F, donc on transforme EG 1,0 plus GE 0,1 en FG 1,0 plus GF 0,1. Et une fois qu'on est là, eh bien on recommence, maintenant on fait un swap qui va transformer F1 en E2 et qui va transformer ici F1 en E2. Ce swap doit durer un temps racine de 2 fois plus court, bien sûr, mais il va vous donner maintenant l'état E, il va vous donner maintenant l'intrication EG avec 2 zéros et GE avec 0,2. Donc on a préparé un état où on a superposé 2 photons dans une cavité, 0 dans l'autre. Et on continue, donc vous voyez maintenant on peut continuer jusqu'à n-1, et on arrive à l'état EG, n-1 photons dans la cavité A, 0 photons dans la cavité B, plus GE, 0 photons dans la cavité A, n-1 photons dans la cavité B. Mais vous voyez qu'on a un problème. À la fin, on veut quand même désintriquer le champ de l'atome. Et pour désintriquer le champ de l'atome, eh bien, l'astuce est très simple. Pour la dernière étape, on va mettre en contact, non pas sur la transition FE, mais on va remettre en contact les résonateurs A et B avec les qubits Q0 et Q1, mais sur la transition EG. Et vous voyez que si vous faites ça, eh bien vous voyez que donc vous partez de EG n-1 0B plus GE 0A n-1 B, et vous faites des pulses pi de Rabi sur la transition EG. Que va devenir la partie E n-1 A? Eh bien, ça va donner G NA. Et que va devenir la partie E n-1 B ici, pour le couplage entre Q1 et la cavité B? Ça va devenir G NB. Et si vous regardez le résultat final, vous avez maintenant GG fois N0 plus 0N. Donc on a désintriqué in fine les deux qubits et on a préparé l'état Noon séparé des qubits qui retournent dans l'état fondamental. Donc voilà la préparation de l'état N0 plus 0N. Alors, c'est un état qui est très bizarre où vous avez N photons dont vous ne savez pas s'ils sont dans la première cavité ou dans la seconde, avec une superposition entre les deux. Bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut vérifier qu'on a bien préparé ce qu'on cherchait. Et à nouveau, pour le vérifier, vous avez deux méthodes, qui est la méthode du pauvre, qui consiste simplement à faire des oscillations de Rabi dans l'état qu'on a préparé et à vérifier que ces oscillations de Rabi se comportent comme on les attend, mais ceci ne va pas fournir, ça va nous fournir des informations sur les populations, la probabilité d'avoir n photons dans la première cavité ou dans la seconde, mais pas sur les cohérences. Mais regardons un peu ce que ça donne. Donc, une fois l'état préparé, on couple Q0 à A et Q1 à B en les mettant en résonance pendant un temps tau, et on détecte les qubits. Et si on recommence un grand nombre de fois, on peut mesurer les probabilités conjointes, les probabilités conditionnelles de détecter soit un couple EE, soit un couple EG, soit un couple GE, soit un couple GG. Alors j'ai représenté ça avec des codes de couleurs différentes. PEG et PGE sont en rouge et bleu. C'est les deux courbes qui sont indiscernables ici, qui oscillent entre 0 et 1,5. PGG est en noir. Lui, il oscille plutôt entre 0 et 1.
et PE est en brun et il n'oscille pratiquement pas. Et vous voyez ici, ça c'est l'état de Noon n égale 1, l'état de Noon n égale 2, l'état de Noon n égale 3. Et pour comparaison, ici, ils ont représenté l'état mixte 0,1 et 1,0. C'est-à-dire cet état-là, ce n'est pas un état 0,1, 1,0 plus 0,1, c'est un état qui a une probabilité 1,5 d'avoir été préparé dans 1,0 et une probabilité 1,5 d'avoir été préparé dans 0,1. Et pour faire cette expérience, c'est encore plus simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent leurs oscillations de Rabi, mais une fois sur deux, ils préparent le premier qubit dans l'état 1 et le second dans l'état 0, et une fois sur deux, ils font l'opération sur le second. Et en ajoutant tous les résultats, ils obtiennent bien ce qui est donné ici. Alors vous voyez qu'on ne peut pas distinguer des cohérences, mais néanmoins, on a des oscillations dont on peut se demander si elles sont celles qu'on attend. Alors j'ai représenté ici, de façon évidente, les probabilités des oscillations de Rabi à deux atomes que l'on attend pour une distribution quelconque du nombre de photons. Pi de Na et de Nb, c'est la probabilité d'avoir Na photons dans la première cavité et Nb dans la seconde. Si vous avez Na photons dans la première cavité, la probabilité d'être dans l'état E est un sinus carré oméga racine de Na tau sur 2. Et si vous avez Nb photons dans la deuxième, elle est un sinus carré oméga racine de Nb tau sur 2. Donc PE est donné par cette formule. PEG et PGE sont donnés par des formules analogues avec un produit de sinus et de cosinus. Et PGG, c'est tout simplement 1 moins les autres. Et on va voir maintenant, bon, ça c'est le résultat le plus général, qu'est-ce que ça donne dans le cas qu'on attend, dans le cas de l'état Noon. Qu'est-ce que c'est que l'état Noon? L'état Noon, c'est un état dans lequel pi de Na et Nb est une somme d'un produit de deux fonctions delta, où Na est égal à n et alors Nb est égal à 0, ou bien Na est égal à 0 et Nb est égal à n, et on a une probabilité 1,5 de chacun de ces deux cas. Si vous prenez cette loi de probabilité et que vous l'injectez dans ces formules, vous obtenez un résultat très simple. D'abord, PE de taux doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que l'un des deux Na ou Nb est toujours nul, donc le produit de ces deux sinus ne peut valoir que 0. Par contre, PEG et PGE est égal à 1,5 de sinus carré oméga racine de n tau sur 2. Pourquoi? Parce que dans PEG et dans PGE, eh bien, il faut que ce soit le cosinus, que le nombre de photons dans le cosinus soit égal à 0, parce que le cosinus carré de 0 vaut 1, et donc le nombre de photons dans le sinus doit être égal à grand N. Donc PE de taux PEG et PGE valent 1,5 de sinus carré, c'est bien le demi de sinus carré qu'on observe là, et PE vaut cosinus carré, c'est bien l'oscillation que vous avez là. Donc vous voyez que l'étude de ces oscillations de Rabi montre qu'on a préparé un état qui ressemble à celui que l'on cherche, mais il n'y a pas moyen de savoir s'il n'y a aucune information sur les cohérences. Alors, si on veut avoir des informations sur les cohérences, à nouveau, il faut déterminer l'opérateur densité de ce système et donc réaliser une expérience d'homodinage et donc généraliser, pour faire la tomographie complète des états de Noon, généraliser la méthode d'homodinage que j'avais décrite dans le cas d'un seul champ. Alors, je vais simplement, sur ce transparent, rappeler rapidement le principe. On a maintenant un opérateur de densité qui agit dans un espace produit tensoriel des états des deux oscillateurs A et B, et on le déplace, on fait un déplacement double dans l'espace des phases, on déplace de moins alpha l'oscillateur A, de moins bêta l'oscillateur B, et on obtient donc un opérateur de densité d'un champ déplacé ρ à B qui dépend de alpha et de bêta, qui est donné par cette expression. Qu'est-ce qu'on peut dire des distributions de probabilité des nombres de photons dans cet état déplacé? J'appelle pi alpha bêta de Na et de Nb l'élément de matrice diagonale dans l'état déplacé, l'élément de matrice diagonale NaNb, entre NaNb et NaNb de cet opérateur déplacé. Si j'injecte cette relation-là dans cette formule-là, vous voyez, et j'injecte des relations de fermeture entre ces opérateurs et le ρ à B qui se trouve ici, vous voyez que la probabilité d'avoir Na photons dans la première résonateur, Nb dans le second, dans l'état déplacé, est une somme, combinaison linéaire des éléments de matrice les plus généraux de ρ à B dans l'état initial, Ma, Mb et P à Bb étant des nombres de photons quelconques. Donc vous voyez que la quantité que vous êtes capable de mesurer, qui est en bleu ici, est une combinaison linéaire des quantités rouges que vous cherchez. Quand vous avez un système d'équations linéaires de ce genre, qui dépend de paramètres alpha-bêta, ça veut dire que si vous choisissez un nombre suffisant de déplacements que vous pouvez indicer par des indices KL, alpha K et bêta L, vous avez un système d'équations que vous pouvez inverser
Et si vous êtes capable d'inverser ce système d'équations, chacun des éléments de matrice qui vous intéressent devient une combinaison linéaire des probabilités que vous êtes capable de mesurer. Alors, je n'insiste pas sur ça parce que nous avons évoqué ça longuement l'année dernière dans le cours que je faisais sur les estimations d'état, mais le principe est là. Vous déplacez le champ, et là, vous devez le déplacer doublement dans l'espace des phases, et ensuite, par une méthode d'inversion quelconque qui peut être soit mathématique, soit une méthode d'inversion basée sur un principe d'estimation, vous déterminez les éléments de matrice qui vous intéressent, qui sont contraints par les relations que vous avez déterminées. Ce que vous mesurez, ce sont les π, et je vous rappelle que les π, ce n'est rien d'autre que des sommes de produits de sinus et de cosinus avec des poids qui sont plutôt les probabilités conjointes PEG de alpha bêta, PGE de alpha bêta, etc., sont des produits de sinus et de cosinus avec des poids qui sont les quantités qui vous intéressent. Alors, ils ont fait tout ce travail, et je vous donne simplement le résultat ici. Voilà, par exemple, un signal d'oscillation de Rabi dans un champ doublement déplacé de 0,7 pour le résonateur A et de 0,7 pour le résonateur B. Et vous voyez que les oscillations de Rabi deviennent maintenant très compliquées. Ce n'est plus des oscillations simples parce que, lorsque vous avez fait ce déplacement, il y a dans la distribution du nombre de photons des nombres variables de photons, bien sûr. Ensuite, en faisant un fit de ces courbes expérimentales, il détermine par une méthode de best fit la probabilité estimée du nombre de photons dans l'état déplacé en question. Et à partir de là, s'ils le font pour un nombre suffisant de alpha et de bêta, ils peuvent à nouveau, par une méthode d'estimation, déterminer les éléments de matrice de l'opérateur densité du champ dans les deux cavités. Et c'est ça les résultats que je vais vous montrer ici pour finir. Vous avez ici donc l'opérateur densité de l'état Noon avec n égale à 1, l'état Noon avec L égale à 2, l'état Noon avec L égale à 3. Et ici, pour comparaison, l'état mélangé 0,1 plus 1, 0, dans le cas donc Noon n égale à 1. Le code couleur avec des bleus de plus en plus intenses. Et vous avez ici, donc, ici les états 0, 0, 0, 1, 0, 2, et puis les états correspondant quand vous remplissez la deuxième cavité. Alors vous voyez que ce à quoi on s'attend, c'est sur la diagonale d'avoir deux grands pics qui correspondent ici à 1, 0 et à 0, 1, et puis vous avez l'élément non diagonal qui donne la cohérence. Ici, vous avez de la même façon le pic qui donne 0, 2 et 2, 0, et la cohérence sur l'élément non diagonal. Ici, vous avez le pic qui donne 0, 3 et 3, 0, et la cohérence. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que d'abord les cohérences décroissent, alors qu'elles sont relativement celles qu'on attend ici dans le cas n égale 1. Pour le cas n égale 2, la cohérence est plus petite que les populations, et c'est encore plus net dans le cas n égale 3. Une autre caractéristique qui correspond à un défaut, c'est que l'état à 0, l'état 0, 0 croît relativement. Et ça, c'est normal parce que plus vous montez en n, plus il faut de temps pour synthétiser l'état, plus la décohérence a le temps d'agir, la décohérence ramène le système vers l'état fondamental. Et vous voyez en particulier que maintenant, vous distinguez bien l'état 1, 0 plus 0, 1 de l'état mélange. Ici, vous n'avez pas d'éléments non diagonaux dans l'état mélange, donc vous avez une bonne discrimination. Donc voilà le type de résultats qu'ils ont obtenus. Ce sont de très très belles expériences qui montrent qu'on est capable de contrôler le champ non seulement dans une cavité, mais dans deux cavités. Et donc j'en arrive maintenant à la conclusion. Donc je pense que ces expériences montrent la flexibilité et la versatilité de l'électrodynamique des circuits pour la synthèse et la reconstruction d'états non classiques d'un champ. La dimension des champs accessibles est néanmoins limitée par la décohérence. Et on peut faire un petit calcul d'estimation d'ordre de grandeur qui va nous faire comprendre pourquoi on ne peut pas monter très haut de cette façon-là. En gros, le nombre d'opérations nécessaires pour synthétiser un état qui contient n photons est de l'ordre de quelques fois n, avec k variant de 3 à 5. Par exemple, pour construire l'état 1 plus I3 tout à l'heure, il fallait 8 opérations alors qu'on atteignait l'état à 3 photons. Pour fabriquer l'état Noon, il faut une douzaine d'opérations pour l'état à 3 photons. Donc c'est quelques fois n. Le temps d'une opération élémentaire ne peut pas être réduit au-dessous de 10 à 20 nanosecondes. Une des raisons, c'est qu'il faut bénéficier de l'anharmonicité du qubit, et si vous allez trop vite,
vous allez exciter simultanément la transition EG et la transition GF. Donc on ne peut pas aller trop vite à cause de la normandicité limitée. Chaque séquence de préparation et détection d'un état à n photons prend donc un temps knt opérations, et ça doit être plus court que le temps de décohérence qui est Tc sur n. Donc quand vous comparez ces deux temps, vous trouvez le fait que n doit être au maximum de l'ordre de Tc sur k Top à la puissance 1,5. Et si vous mettez les ordres de grandeur, Tc c'est quelques microsecondes, Top c'est 20 nanosecondes, k c'est vaut de 3 à 5, vous devez prendre une racine carrée, vous trouvez 3. Effectivement, ça veut dire qu'au-delà de 3 photons, les processus de décohérence deviennent significatifs. On voit qu'on est capable de préparer une certaine forme de cohérence, mais la fidélité de la préparation décroît avec n considérablement. Donc il faut envisager d'allonger considérablement les temps de décohérence pour pouvoir étendre ces études à des champs plus importants. Donc voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur les qubits supraconducteurs et sur l'électrodynamique des circuits. Je voudrais préciser que je me suis limité, vous voyez que c'était déjà très riche, à un type d'expérience qui sont les expériences faites avec des qubits de phase dans le groupe de John Martinis. Il y a des groupes qui sont en compétition avec lui et dans lesquels de très belles expériences ont été faites également, notamment à Yale dans le groupe de Rob Schulkopf et à Zurich dans le groupe de Wallraff. Je n'ai pas le temps de parler de ces expériences, mais si vous voulez en apprendre plus dessus, je vous ai mis les noms des sites de ces trois groupes que vous pouvez consulter, dans lesquels les références, ces expériences sont décrites et des références à ces expériences sont indiquées. Mais je voulais terminer aussi en disant que ceci montre l'incroyable progrès de ce type de physique. Il y a une dizaine d'années, ou il y a une douzaine d'années, lorsque étaient faites les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure, en 1996-2000, aussi bien sur les ions piégés que sur l'électrodynamique quantique en cavité atomique, ces expériences étaient dans leur enfance. On subodorait qu'on avait des systèmes quantiques, mais c'était vraiment très, très parcellaire. Maintenant, ils sont capables de faire des expériences qui sont en compétition et parfois devancent les expériences que l'on fait en physique atomique. Mais c'est en plein essor, et comme je vous le disais, les derniers résultats que je vous ai montrés là ne sont pas encore publiés, donc il s'agit vraiment de la recherche en train de se faire. Bon, je vais arrêter là. Donc, dans une dizaine de minutes, on a le séminaire de Luis Davidovich. La semaine prochaine, il n'y aura ni cours ni séminaire. Et donc, le cours et les séminaires reprendront le 21. Et je vais changer de sujet. Je vous parlerai de synthèse d'état et de reconstruction d'état de types différents, basés sur des manifestations de l'effet Zénon. Nous avons étudié déjà l'effet Zénon dans certains cours passés, mais je vous montrerai comment on peut utiliser l'effet Zénon pour synthétiser des états par des méthodes qui sont très différentes de celles dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, merci.